Merci Madame la Ministre. Je passe la parole à Monsieur Gérard Cherpion, rapporteur pour avis. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. L'examen des crédits de la mission Travail-Emploi au titre du projet de loi de finances pour 2020 nous donne l'occasion de dresser un portrait à mi-législature du marché du travail et des réformes adoptées en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Ce portrait est tout à la fois singulier et inédit, tel un clair-obscur associant en quelques embellis de l'emploi de nombreuses zones d'ombre. Le constat est le suivant. Le taux de chômage baisse de manière régulière et continue depuis 2015 à hauteur de 0,5 points par an. Inutile d'attribuer à tel ou tel gouvernement l'origine de cette amélioration. Elle est avant tout le fruit de 10 ans de réforme du marché du travail et d'un contexte international favorable. Pour autant, cette lente amélioration masque quelques facteurs d'inquiétude. La première alerte est la situation des moins qualifiés. Elle se dégrade. Le taux d'emploi des non qualifiés, qui suit chez nos voisins la trajectoire du taux d'emploi global, décroche depuis 2 ans en France. Ce décrochage est particulièrement marqué pour les titulaires du seul brevet des collèges. Par ailleurs, notre taux de chômage diminue moins rapidement qu'en la zone euro, alors même que nous avons un taux plus élevé que nos voisins européens. Et surtout, notre taux de chômage poursuit sa baisse, alors même que la croissance ralentit, ce qui est loin des enseignements traditionnels de la théorie économique. L'ensemble des personnes auditionnées durant nos travaux ont partagé cette interrogation qui peut annoncer soit un enrichissement de la croissance en emploi, soit correspondre à des créations d'emplois peu pérennes et peu créateurs de richesses. Soyons donc très vigilants. Enfin, le nombre d'emplois vacants a explosé ces 2 dernières années, la DARES faisant état d'un doublement en 2 ans. L'ensemble de ces remarques pose directement la question de l'adéquation entre l'offre et la demande de travail et du rôle de la formation professionnelle pour y répondre. Vous connaissez mon engagement sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage. Pour autant, il ne s'agit pas, pour paraphraser le général de Gaulle, de sauter sur sa chaise comme un cabri en disant formation, formation, formation. Il s'agit de lever un par un les freins à la formation professionnelle, à l'apprentissage, pour tourner la page de ce qui a parfois été appelé la préférence française pour le chômage. Nous pouvons aujourd'hui porter un regard sur ces 2 années de montée en puissance du PIC, pour l'investissement des compétences, et d'une année d'application de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel. Conjugué à l'examen des crédits contenus sur la mission Travail-Emploi, cette analyse soulève plusieurs inquiétudes qui doivent attirer notre attention. Et Madame la Ministre, je vous poserai donc 5 questions. Première, sur les moyens du service public de l'emploi, et notamment sur les crédits versés à Pôle emploi, l'État poursuit son désengagement à hauteur, vous l'avez rappelé, de 136 millions d'euros par an, contre l'avis des partenaires sociaux, et vous avez augmenté la part des ressources de l'UNEDIC affectées à Pôle emploi en contrepartie. Première question, donc, ne pensez-vous pas qu'il est à la fois risqué et fragile de rendre Pôle emploi encore plus dépendant des ressources d'assurance chômage? Pour être concret, en cas de retournement de conjoncture, non seulement Pôle emploi aura plus de demandeurs d'emploi à accompagner, mais ses moyens auront diminué du fait de la chute de ressources de l'UNEDIC. Vous mettez là en place un effet ciseau qui pourrait être dangereux. J'ajoute que les effectifs supplémentaires de Pôle emploi interviennent après 2 années consécutives de réduction sur lesquelles nous vous avions systématiquement alerté, notamment dans le cadre de la mission Flash de notre collègue Stéphane Viry. De plus, ces effectifs supplémentaires ne seront pas financés par l'État, mais par les ressources issues de l'assurance chômage, donc des partenaires sociaux, pour près de 380 millions d'euros. Sur la mise en place de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous faisons le constat d'une application menée tambour battant, et je salue ici la forte mobilisation de la DGEFP et de la DGT. Pour autant, ce rythme accéléré s'est effectué au détriment de la période de transition qui s'accompagne de plusieurs ruptures. Et j'en arrive à ma 2e question. Le transfert de recouvrement de la contribution formation professionnelle des OPCA aux URSSAF doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2021, soit une transition de 2 ans et demi après la promulgation de la loi. Pourtant, dans le PLFSS 2020 qui vient d'être voté, le gouvernement revient sur cette échéance en prévoyant la possibilité de la repousser par décret. Cette disposition techniquement peu visible dans le PLFSS se situe à l'article 10. Comment pouvez-vous, Madame la Ministre, justifier cette mesure tant sur la forme que sur le fond? Sur la forme, tout d'abord, vous modifiez par décret une date fixée dans la loi pour choisir son avenir professionnel, liberté pour choisir son avenir professionnel. Cela pose la question de la constitutionnalité, car seule la loi peut modifier la loi. Sur le fond, ce rapport de dernière minute souligne l'absence d'anticipation du transfert et légitime les OPCA, devenus OPCO, dans leur mission de recouvrement. La transition est tout aussi délicate s'agissant du nouveau dispositif PROA. L'ordonnance Coquille renvoie désormais à un accord de branche étendu l'identification de certifications éligibles, condition qui, par nature, et ça c'est normal, du temps à être remplie.
Aucune phase de transition n'ayant été prévue, le dispositif est désormais au point mort et les entreprises le déplorent. La transition n'est également pas assurée s'agissant du financement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales. Grands oubliés de la loi Avenir professionnel, les apprentis du service public local seront directement pénalisés par le cadre issu de la loi de transformation de la fonction publique. Désormais, ces contrats d'apprentissage seront financés par le CNFPT sur une enveloppe qui est fléchée vers la formation des agents publics locaux et par les collectivités. Donc de nombreuses communes ne sont pas en situation d'assurer ce rôle. Les inquiétudes remontent du terrain, traduisant l'impossible financement de cet apprentissage public. Je me devais vous alerter sur cette impossible équation. Sur le lancement du CPF 2.0, qui verra le jour en décembre prochain, il venait d'annoncer donc la présentation le 21 novembre, le gouvernement et sa majorité font le pari d'une désintermédiation et d'une autonomie totale. Je ne doute pas que les publics les plus à l'aise avec les outils numériques pourront s'en saisir sans difficulté. Je suis en revanche plus réservé sur le sort des publics les plus éloignés de ces outils, qui sont aussi souvent les moins qualifiés, les plus isolés et ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement. Je suis tout aussi réservé sur la co-construction du CPF, qui relèvera aujourd'hui surtout de la fiction. Voici ma troisième question. Pourquoi ne pas prévoir dans la loi des modalités de co-construction du CPF, soit par accord direct entre employeurs et salariés, soit par accord de branche ou d'entreprise? J'avais eu l'occasion de proposer ce dispositif par amendement et vous l'aviez rejeté sans explication. La réalité est qu'un CPF sans co-construction ne permettra ni d'alimenter le compte avec suffisamment de droits pour les formations longues et qualifiantes, ni de faire du CPF un véritable objet de dialogue social dans l'entreprise. J'aimerais également attirer votre attention sur les moyens de la nouvelle instance France Compétences. Le travail accompli a été remarquable, dans des délais aussi serrés qu'ambitieux. Néanmoins, France Compétences doit aujourd'hui à la fois gérer les anciennes missions des structures précédentes, par exemple poursuivre le suivi des appels à projets lancés par l'ancien FPSPP, et mettre en place l'ensemble des nouveaux outils avec récemment la définition des coûts contrats. L'écart ne sera pas tenable entre l'ampleur des missions assignées à France Compétences et ses moyens avec seulement 70 agents. Et je le dis parce qu'à l'époque, j'avais trouvé que 70 agents, c'était beaucoup au départ. Je le dis. Le déploiement du nouveau CEP en est une bonne illustration. Le marché public de plus de 450 millions d'euros a été lancé par seulement 3 agents et son suivi sera confié à un prestataire extérieur, faute, je pense, de moyens. Je n'évoquerai pas l'enjeu de la qualité des actions de formation que vous avez érigé en priorité, à juste titre, et qui sera probablement sacrifié à l'autel de la restriction de moyens. Madame la ministre, la contrainte sur les moyens de France Compétences va-t-elle se desserrer? Si oui, à quel niveau et quand? Enfin, j'achèverai mon intervention par un regard sur le plan investissement dans les compétences. Je voudrais saluer le travail du Haut-Commissariat aux compétences, à l'inclusion et par l'emploi, l'engagement indispensable des régions dans le déploiement du PIC. L'attention portée aux innovations et aux expérimentations territoriales dans le cadre de modules additionnels de parcours sur mesure, la logique de la pluriannualité permettront de remédier aux limites des précédents et grands plans de formation. C'est très bien. Le PIC a toutefois fait apparaître, tel un miroir grossissant, de nombreux freins de notre système actuel. Je citerai par exemple la persistance d'une approche par certification plutôt que par filière ou par débouché, ou la lourdeur et la longueur des procédures d'achat de formation. Madame la ministre, à quelle échéance aurons-nous l'occasion de débattre de ces difficultés? Rapport d'évaluation du PIC à l'appui. Le projet de loi que vous présenterez le 13 novembre prochain sera-t-il l'occasion, via la discussion de l'ordonnance dite coquille, d'en discuter prochainement au Parlement? Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le chemin restant à parcourir pour construire une véritable société de compétences est encore long. Je suis toutefois convaincu qu'il pourra s'appuyer sur l'engagement conjoint des entreprises, des associations, des territoires. Les mentalités évoluent, à l'image du regard porté sur l'apprentissage, qui apparaît plus que jamais comme une filière d'avenir et d'excellence. J'ai pu constater, la semaine dernière encore, l'engagement de nombreux responsables de CFA, jeunes apprentis et chefs d'entreprise, dans la formation et la lutte contre ce fléau qu'est le chômage. Je suis élu d'un département où le chômage continue hélas à augmenter, plus 0,4% au dernier trimestre, dans un bassin d'emploi où le taux de chômage est à 11,5, reste toujours supérieur de plus de 3 points à la moyenne nationale. Je formule donc le vœu que 2020 amorce enfin le redressement des crédits de la mission Travail-Emploi, contrairement aux 2 années passées, et que nous puissions enfin donner à chaque jeune l'entière liberté de choisir son avenir professionnel. Merci, monsieur le rapporteur.